Mesdames et messieurs, chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue au premier webinaire de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc, nous allons commencer avec le bleu et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment et pourquoi protéger notre biodiversité marine? Nous savons que les questions liées au bleu sont moins connues, déjà parce que ça ne se passe pas sur la terre ferme, donc c'est moins accessible et peut-être parce qu'on en parle moins. Donc, nous avons décidé de réunir quelques spécialistes pour vous édifier sur comment et aussi sur pourquoi nous protégeons ce qu'on appelle la biodiversité marine. Donc aujourd'hui, nous allons avoir des intervenants qui sont vraiment des spécialistes. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Donc on a le DG des écosystèmes aquatiques qui est là avec nous. C'est monsieur Jean-Hervé Mpépé. Nous avons aussi madame Floriane Cardiac, qui est coordonnatrice des programmes pêche artisanale à WCS. Et nous avons pour la NPN, M. Koumba Kombila, coordinateur Gabon Bleu. Donc, le webinaire va se passer comme suit. Dans un premier temps, nous allons avoir M. le DG des écosystèmes aquatiques qui va nous parler du rôle des écosystèmes aquatiques. Ensuite, on va plutôt parler de la recherche scientifique au service de la loi et de la loi au service de la gestion durable. Donc, Floriane va nous parler de la loi au service de la gestion durable. Oui, merci de me passer la parole et merci d'organiser cette session. Oui, donc je me présente d'abord, donc Floriane Cardiac, je travaille pour WCS, qui est une ONG internationale qui est depuis plus de 25 ans au Gabon, qui travaillait beaucoup plus sur le milieu terrestre avant et maintenant qui travaille aussi sur le milieu marin. Moi, ce dont je vais parler, ça va vraiment faire le lien aussi avec les précédentes interventions. Comme monsieur le DG l'expliquait, on a bien vu l'importance de protéger les écosystèmes aquatiques. Et comme monsieur le coordinateur Gabon Bleu le disait aussi, ça se traduit par des lois fortes qui permettent d'agir dans ce sens-là. Mais moi, je veux amener l'aspect science aussi pour comprendre comment on écrit ces lois, qu'est-ce qu'on protège, comment on protège. Alors, moi, j'ai fait une petite présentation PowerPoint parce que j'ai besoin d'un support visuel pour parler. Je vais essayer de partager mon écran. Comment ça marche? Partager l'écran, ok. Hop. Est-ce que vous voyez Oui, on voit. Oui. Mets-le en full screen. Mets-le en plein écran parce qu'on voit tout ton environnement. Voilà, parfait. Voilà, c'est bon. Ouais. Vous voyez bien. Donc, ok, moi je vais vous parler vraiment du cas de la pêche artisanale. Et j'ai mis deux photos pour illustrer vraiment deux aspects qui sont importants pour la gestion, je pense. La photo de droite, on voit un pêcheur avec un requin marteau dans les mains. Et là, c'est vraiment pour parler des aspects de conservation pure, des espèces qui sont menacées et qu'on doit absolument conserver. Mais l'image de gauche, ça montre des pêcheurs en pleine action de pêche qui sont en train de pêcher la sardine. Et là, on est plus dans le cas de ressources, comme disait le DG, de biens d'approvisionnement, une ressource qui sert à nourrir la population. Et là, on n'est plus dans de la conservation pure, mais plutôt de la gestion durable. Comment exploiter cette ressource qui a une valeur économique, qui a une valeur nutritive, tout en la préservant pour qu'elle puisse durer et servir aux générations futures. Donc, bon, du coup, je répète un peu ce qui a été dit, mais je vais prendre le cas des requins et des raies, où là, on est dans de la conservation, parce que c'est des espèces sensibles. Pourquoi on parle d'espèces sensibles? Et là, bon, les intervenants précédents ont déjà parlé de cette chaîne alimentaire. On voit que sur le petit schéma en bas à droite, on voit que le requin est un super prédateur. Ça veut dire qu'il est en haut de la chaîne alimentaire.
par exemple, au Gabon, les requins, ils se nourrissent d'autres poissons qui sont aussi prédateurs, mais qui sont en dessous d'eux dans la chaîne alimentaire, comme les carangues, les barracudas, les thons. Et qui, maintenant, ces mêmes poissons-là mangent des plus petits poissons, comme les mulets, les sardines, qui eux-mêmes se nourrissent de plancton. Et qu'est-ce qui se passe si on enlève le requin? Si on enlève le requin, on voit que le maillon d'en dessous, les carangues, barracudas, thons, tout ça, vont augmenter. Et s'ils augmentent, ils vont manger plus de mulets et plus de sardines. Et du coup, ça paraissait pas évident au début, mais en fait, si on enlève les requins, on peut arriver à une diminution de la sardine. C'est vraiment cette vision du réseau alimentaire qui tient en équilibre, et que si on enlève un maillon de la chaîne, tout peut être détruit en fait et déséquilibré. Et puis les requins aussi sont vraiment très vulnérables parce qu'ils ont une faible fertilité et ils ont une maturité très tardive. Par exemple, le requin marteau qu'on a au Gabon met 14 ans pour doubler sa population. Donc, on voit que si on attaque cette population de requins, elle peut disparaître très rapidement. Comment ça se passe la pêche aux requins et aux raies au Gabon? En fait, on parle d'espèces accessoires. C'est-à-dire que les pêcheurs ne ciblent pas le requin. Le pêcheur met son filet, il veut attraper du poisson. Bon, il va attraper du capitaine, du bar, mais le requin, c'est pas ce qu'il cherche à attraper en premier. C'est ce qu'on appelle une prise accessoire. Comme le filet est à l'eau, il attrape quand même des requins et des raies sans vraiment l'avoir voulu. Bon, j'ai quand même dit, mais pas que, parce qu'il y a quand même pêcheurs qui ciblent vraiment le requin, mais c'est pas la majorité. Et pourquoi un pêcheur voudrait cibler le requin? C'est surtout en raison du commerce international des ailerons. De la part des pays asiatiques, il y a une forte demande des ailerons de requin, parce que surtout en Chine, ils ont une idée un peu saugrenue de penser qu'ils ont des vertus médicinales ou autres. Et donc, ils consomment des soupes d'ailerons de requin et ils achètent ça vraiment très cher. Et on assiste maintenant à un phénomène où les pêcheurs pêchent le requin et coupent les ailerons, et ils font pratiquement plus d'argent avec les ailerons qu'avec la chair du requin. Donc, c'est un peu toutes ces menaces qui pèsent sur ces requins et un peu les raisons pourquoi il faut les protéger. Alors, comment on fait ça au niveau de la science? Donc, nous, on a mené une étude pour comprendre, parce que en fait, c'est bien de dire il faut protéger les requins, mais pour pouvoir les protéger, il faut d'abord comprendre comment ça se passe. Nous, on a constaté que les pêcheurs étaient très méfiants, parce qu'ils savent quand même qu'il y a une attention du gouvernement sur ça, donc ils cachent en fait. Si on va au débarcadère, on va rarement voir un requin. On voit toutes sortes de poissons, mais les requins, on ne les voit pas, ils les cachent. Comment on fait pour avoir accès à cette information, pour savoir qu'est-ce qu'ils pêchent? La seule solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir des personnes à bord des pirogues pour voir qu'est-ce qui est pêché. Là, sur la photo, en haut à gauche, on voit Ivan, un enquêteur qui va sur les pirogues. On voit un peu les conditions de travail. Hein. Il part des fois plusieurs jours sur des petites pirogues comme ça. Et quand il est à bord, il collecte toutes sortes de données. Quel engin de pêche est utilisé, si c'est un engin de surface, de fond, dans quelle zone ils sont allés pêcher. Et dès qu'il voit un requin ou une raie, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort, il prend des mesures, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle. Bon, au terme de plus d'un an d'études, on a eu des tendances qui sont sorties. On a vu que dans les engins de pêche, par exemple, c'était la ligne de fond et le filet de fond qui attrapaient le plus de requins et de raies. Bon, ça paraît un peu logique, parce que, par exemple, les raies sont vraiment souvent enfouies dans le sable, donc elles sont au fond. On a vu aussi qu'à chaque fois qu'il y avait une pêche à la ligne de fond, il y avait soit des requins, soit des raies, à 100% à chaque fois.
pour les filets de fond, ça reste aussi important puisque 60% du temps, il y avait aussi des prises accessoires. On a aussi constaté quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand la pêche est faite avec des hameçons, donc soit la ligne de fond, soit la ligne à main, entre 90% et 100% des individus sont encore en vie. Ce qui veut dire que en fait, dans les requins, pour pouvoir survivre, ils ont besoin d'être toujours en mouvement pour s'oxygéner. Et donc, quand ils ont un hameçon dans la bouche, ils arrivent toujours à se déplacer et à survivre. Mais tandis que quand ils sont emmêlés dans un filet, ils ne peuvent plus bouger. Et là, c'est la mort assurée. Donc, ça veut dire quand c'est pêché avec un hameçon, il y a encore la possibilité de retirer l'hameçon et de sauver l'individu. Ce qui est quasiment impossible avec un filet de fond, par exemple. On a aussi constaté que dans les espèces capturées, il y en avait 16 qui étaient en danger d'extinction. Donc, c'est assez dramatique. Ce qui en découle pour la gestion, bon, comme Kuba en a parlé, il y a des lois qui sont sorties récemment. C'est formidable. On a eu un arrêté qui protège justement ces espèces menacées, qui est sorti en 2019. Et aussi, on a eu un autre arrêté donc sur la réglementation de la pêche durable des requins et des raies, pour dire qu'il y a encore des espèces de requins et de raies qui peuvent être pêchées, mais ce texte appuie vraiment sur le commerce justement des ailerons, pour empêcher que les ailerons de requins soient vendus et exportés vers l'Asie. Bon, après tout ça, c'est vraiment super, c'est génial, c'est une avancée, mais concrètement, dans la réalité, même si bon, les pêcheurs savent que c'est interdit de pêcher le requin, il n'empêche qu'ils vont toujours poser leur filet et que même s'ils cherchent à attraper la sardine, il y aura toujours des prises accessoires. Alors, comment on peut faire pour diminuer ces prises accessoires? Et justement, c'est là où les résultats de la science peuvent aider. On a vu déjà qu'il y a deux engins, la ligne de fond et le filet de fond, qui font plus de ravages. On va déjà savoir qu'il faut travailler plus sur ces engins-là. Alors, est-ce qu'il faut, par exemple, fermer une zone pour ces deux engins-là quand on sait que c'est dans cette zone-là qu'on pêche plus de requins? Autrement, on peut encore tester des systèmes pour diminuer les captures. Par exemple, là, sur le petit dessin à côté, j'ai mis c'est un système, un pinger en fait, qui envoie un champ électrique autour de l'hameçon, ce qui fait que les poissons vont toujours s'accrocher à l'hameçon, mais ça va faire fuir les requins. Donc ça, c'est des mesures possibles. Je ne dis pas que c'est celle-là qu'il faut appliquer. Et en fait, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir au Gabon, par zone, selon l'espèce de requin qui est pêché. Mais il y a des solutions et c'est ce que la science permet de proposer. En fait. Une fois qu'on connaît bien la situation, on peut prendre des décisions adéquates. Et j'ai pris un autre exemple, du coup, c'est un peu long, mais j'ai pris un autre exemple aussi, mais là qui va plus dans le sens de la gestion durable de la ressource, là du poisson, on n'est plus dans la conservation pure. Je voulais parler du suivi satellitaire de la pêche. On a eu les parcs marins créés en 2017, qui sont encore très peu connus des acteurs, enfin je parle surtout des pêcheurs, qui ne connaissent pas encore tout à fait bien les limites. Et par contre, ils connaissent quand même bien maintenant les limites des parcs terrestres. Comment ça se fait que les pêcheurs connaissent les limites des parcs terrestres? Parce qu'il y a des parcs terrestres qui ont Conda ou de Condara, ça englobe une grosse partie de mangrove. Alors pourquoi protéger la mangrove? Bon, la mangrove sert de nurserie pour les poissons. Les poissons viennent souvent se reproduire là et ils sont protégés dans les racines des mangroves. Donc c'est vraiment un endroit pour la reproduction et pour protéger les jeunes. Donc ils ont un vrai intérêt écologique. Et donc, l'idée, c'est de protéger ces endroits-là pour qu'après, il y ait suffisamment de poissons à pêcher dans les zones à l'extérieur. Avec le suivi satellitaire, si vous voyez sur la photo, là, j'ai entouré en rouge, c'est une petite balise qu'on a installée sur les pirogues. Ça permet de savoir où les pêcheurs vont
vont pêcher, toute la route qu'ils suivent pour aller pêcher, où ils posent le filet, combien de temps ils restent dans la zone de pêche. Donc on a une meilleure compréhension de leur pratique, quelle saison ils pêchent, combien de temps ils pêchent, si c'est le jour, si c'est la nuit. Et on voit aussi s'ils rentrent dans les zones interdites, dans les parcs par exemple. Après avoir déployé ces balises satellitaires, on a obtenu la distribution de la pêche un peu. Je vous ai mis 6 petites cartes. Bon, chaque carte, c'est pour un filet un engin de pêche différent. Je vais peut-être vous parler de la baie qui montre la pêche au filet. Ce qui est en vert, là, c'est les parcs nationaux. Et après, maintenant, les petits carrés verts, c'est quand il n'y a pas beaucoup de pêche. Et quand on va dans le orange, rouge, là, c'est où la pêche augmente. Et en fait, on voit vraiment que la pêche au mulet, elle se fait à la limite ou presque à l'intérieur du parc de Pongara et autrement vers Dondila, du côté de Libreville. Et c'est tout à fait logique parce qu'en fait, le mulet vit sur des vasières. Donc, on ne peut pas trouver le mulet en plein milieu de l'estuaire. Il faut que ce soit vraiment le long des berges où on a de la vase. Et donc, voilà, c'est un peu ce genre de données aide à comprendre comment les pêcheurs pêchent, où ils pêchent, quand ils pêchent. Et donc, c'est toujours la même question. Comment ça peut se traduire en termes de gestion? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que suite à cette étude, les pêcheurs ont vraiment bien accepté les trackers GPS parce que eux qui ne connaissaient pas bien les frontières du parc, parce que dans l'eau, c'est vraiment difficile de se dire le parc commence là, il y a pas de, on ne peut pas mettre de poteaux ou de pancartes en mer. Donc avec les GPS, eux, ils peuvent savoir s'ils sont rentrés dans le parc ou pas. Par exemple, s'ils ont été arrêtés, le parc leur dit vous avez commis une infraction. Maintenant, il n'y a plus moyen de nier, de dire non, je n'étais pas dans le parc. Avec ce système, tout le monde sait que là, c'est le parc, là, c'est pas le parc. Je pense que cette étude a aussi soulevé de l'enthousiasme au niveau du gouvernement. Monsieur le ministre des Pêches a exprimé sa volonté d'étendre le système à toute la flotte de la pêche artisanale. Et donc, ça permettra un système de suivi en temps réel. L'administration des pêches pourra savoir où se trouvent les pêcheurs en temps réel. Et il pourra y avoir un système d'alerte qui dira attention, tel pêcheur rentre dans le parc. Mais il y a aussi un intérêt pour les pêcheurs parce que eux, ils pourront aussi avoir un système d'alerte en cas de problème. Par exemple, si le moteur tombe en panne, ils peuvent lancer une alerte et d'autres pêcheurs de leur communauté peuvent venir à leur secours. Donc, je pense que ce système va vraiment arranger tout le monde. Et il va vraiment aussi aider à la gestion, dans le sens où les zones de nurserie dans les parcs seront protégées, mais aussi de manière plus fine, ça permettra de repérer s'il y a des zones qui sont surpêchées ou sous-pêchées et de un peu équilibrer l'effort de pêche par zone. Ça peut aussi servir à planifier les missions de surveillance. Si on voit que les pêcheurs de sardines vont toujours pêcher, je dis une bêtise, hein, mais c'est un exemple, pêcher la nuit dans telle zone du parc de Pongara. Ça peut aider les missions de surveillance de la NPN pour se dire, bon, bah, il faut qu'on aille la nuit dans telle zone, on a plus de chances de croiser des pêcheurs. Donc voilà, c'était un peu mes deux exemples pour dire que la science aide la gestion de la pêche et qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect conservation pure et puis la gestion durable de la ressource pour continuer à avoir autant de poissons qu'on peut voir sur cette photo-là. Voilà, j'en ai fini. Comment on revient? Ok, voilà.